Imaginez un empire, 600 ans d'existence, c'est énorme. On parle de 3 fois la durée de l'Empire romain d'Occident. Un géant qui s'étendait sur 3 continents. Et puis, en quelques années à peine, tout s'effondre. De ces cendres naît une nation complètement nouvelle. C'est cette histoire, l'histoire incroyable de la fin de l'Empire ottoman et de la naissance de la Turquie, qu'on va explorer ensemble. Alors, la question est posée. Comment est-ce possible? Comment un empire aussi vieux, aussi puissant, a-t-il pu disparaître comme ça? Et au passage, redessiner toute la carte du monde. C'est vraiment la question centrale. Parce que, et c'est ça qui est fou, comprendre cette chute, c'est avoir les clés pour comprendre une bonne partie des frontières, et même des tensions au Moyen-Orient aujourd'hui. Alors plongeons-y. Pour bien comprendre la chute, il faut d'abord saisir la grandeur. Avant son effondrement, l'Empire ottoman, c'était une véritable superpuissance mondiale. Vraiment. Mais comme souvent avec les géants, sous la façade impressionnante, il y avait des fissures, des pieds d'argile, comme on dit. Regardons un peu cette chronologie, c'est vertigineux. Plus de 600 ans d'histoire. À son sommet, au XVIIe siècle, il faut s'imaginer un territoire immense qui couvre le sud-est de l'Europe, toute l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient. Bref, un acteur incontournable. Et puis, le contraste est saisissant. Arrivé en 1914, ce même empire est surnommé l'homme malade de l'Europe. Alors que s'est-il passé entre les deux? Comment en est-on arrivé là? Eh bien, en fait, plusieurs choses ont commencé à grignoter l'empire de l'intérieur. D'abord, un retard qui se creuse. Sur le plan économique et militaire, l'Europe industrielle va beaucoup plus vite, et l'Empire a du mal à suivre. Ensuite, à l'intérieur de ces frontières immenses, ça commence à bouger. Les peuples qui le composent, les Grecs, les Arméniens, les Arabes, commencent à rêver de leur propre pays. C'est la montée des nationalismes. Si on ajoute à ça une instabilité politique au sommet, à Constantinople, et une dette qui devient abyssale, eh bien le géant commence sérieusement à vaciller. Et puis, au milieu de toutes ces faiblesses, un événement va venir mettre le feu aux poudres. Un événement qui va tout précipiter et donner le coup de grâce. C'est bien sûr la Première Guerre mondiale. Et c'est là, vraiment, que tout bascule. En 1914, le conflit éclate en Europe et l'Empire ottoman doit faire un choix. Un choix crucial. Il décide de faire un pari extrêmement risqué, s'allier avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Il se retrouve donc en guerre contre la France, le Royaume-Uni et la Russie. Et ce choix, il va s'avérer fatal. Très vite, dès 1915, les choses deviennent concrètes. Les Alliés lancent une opération massive pour forcer le passage du détroit des Dardanelles avec un objectif clair, prendre la capitale, Constantinople. Pour l'Empire, il ne s'agit plus de stratégie, il s'agit de survie. Et c'est au cœur de cette défense désespérée qu'un homme, un officier, va se distinguer de manière spectaculaire. Écoutez bien cette phrase. Elle est terrible, mais elle dit tout. Je ne vous ordonne pas de vous battre, je vous ordonne de mourir. C'est Mustapha Kemal qui prononce ces mots. Ça donne une idée de l'enjeu. Ce n'était plus une question de victoire, mais de sacrifice pour sauver la patrie. Il demandait l'impossible à ses hommes. Et ils l'ont fait. Et le miracle se produit. Contre toute attente, les forces ottomanes tiennent bon et repoussent l'invasion. C'est une victoire immense, inespérée. Et elle a un visage, celui de Mustapha Kemal. Du jour au lendemain, il devient un héros national. Son nom est partout. Il faut vraiment retenir ce nom parce qu'il est la clé de tout ce qui va suivre. Mais voilà, une bataille héroïque ne gagne pas une guerre mondiale. Malgré la victoire des Dardanelles, l'Empire ottoman et ses alliés finissent par perdre la guerre en 1918. Et les vainqueurs, eux, ont une idée très claire de ce qu'ils veulent faire. Dépecer l'Empire, le rayer de la carte. Mais ce n'est pas tout. Un homme, celui qu'on vient de nommer, refuse de voir son pays disparaître. En octobre 1918, c'est la capitulation. Et ce qui suit est une humiliation totale. Imaginez, la capitale, Constantinople, est occupée par les troupes alliées. Et le reste du pays, le cœur même de l'Anatolie, est découpé et partagé entre les armées françaises, britanniques, italiennes et même grecques. Le pays est littéralement envahi. Et pour officialiser tout ça, il y a un traité, le tristement célèbre traité de Sèvres en 1920. Le sultan, depuis Constantinople occupée, le signe. Pour beaucoup de Turcs, c'est la trahison ultime. Ce traité ne laisse à la Turquie qu'un minuscule État croupion, sans pouvoir, sans armée, sans avenir. Pour les nationalistes, c'est tout simplement une condamnation à mort de leur nation. Et c'est à ce moment précis, au fond du gouffre, que Mustapha Kemal revient. Le héros des Dardanelles refuse de se soumettre. Il dit non. Non au sultan, non aux alliés, non au traité de Sèvres. Il quitte discrètement Constantinople, part au cœur de l'Anatolie et commence à organiser la résistance. Son QG, une petite ville qui ne paie pas de mine à l'époque, Ankara.
Et son plan est d'une audace folle. C'est une défiance totale au pouvoir en place. Il établit un nouveau gouvernement à Ankara, la grande assemblée nationale. Il rassemble les forces nationalistes pour créer une nouvelle armée, une armée régulière. Et avec cette armée, il lance ce qu'on appellera la guerre d'indépendance turque. Son but est simple, bouter tous les occupants hors du pays. Rien de moins que la souveraineté totale. La guerre dure plusieurs années. C'est long, c'est dur. Mais finalement, en 1922, l'armée de Kemal est prête. Elle lance une offensive massive, la Grande Offensive. Plus de 100 000 soldats qui vont, en quelques semaines, remporter une victoire décisive, notamment contre l'armée grecque, et libérer le territoire. C'est une victoire militaire totale et incontestable. La guerre est gagnée. Mais le plus dur, peut-être, reste à faire. Maintenant, il faut construire un pays. Et ce qui va se passer n'est pas une simple transition, c'est une véritable révolution. Et la première décision, c'est un séisme. Le 1er novembre 1922, quelques semaines à peine après la victoire militaire, la Grande Assemblée nationale à Ankara vote une loi, l'abolition du sultanat. C'est fini. 600 ans d'histoire balayés. L'Empire ottoman n'existe plus, officiellement. Pour bien mesurer le choc, regardons ce avant-après. D'un côté, on avait une monarchie islamique dirigée par un sultan qui était aussi calife, le chef des croyants. On utilisait l'écriture arabe, la loi s'inspirait de la charia. De l'autre côté, on a maintenant une république laïque avec un président. On adopte l'alphabet latin, un code civil inspiré de l'Europe. Ce n'est pas une évolution, c'est une rupture radicale. On change de monde. Et Mustafa Kemal, qui va recevoir de l'Assemblée le nom d'Atatürk, c'est-à-dire le père des Turcs, ne s'arrête pas là. Il lance une série de réformes à un rythme effréné pour remodeler entièrement le pays. La laïcité est inscrite dans la Constitution, l'alphabet arabe est abandonné pour l'alphabet latin, les femmes obtiennent le droit de vote et d'éligibilité bien avant d'autres pays européens, on adopte des lois européennes, on va même jusqu'à interdire le fez, le chapeau traditionnel, pour encourager le port de chapeau à l'occidental. Toute la société est secouée et transformée en profondeur. Le bilan est donc assez spectaculaire. En moins de 10 ans, Atatürk et le mouvement nationaliste ont fait quelque chose que beaucoup pensaient impossible. Sur les ruines encore fumantes d'un vieil empire multinational et religieux, ils ont forgé un État-nation, la Turquie, qui se voulait moderne, unifié et laïque. Alors voilà, 100 ans plus tard, la question finale se pose. Cet effondrement a bien sûr donné naissance à la Turquie moderne, mais il a aussi tracé, souvent de manière arbitraire, les frontières de la Syrie, de l'Irak, de la Jordanie. Est-ce que l'héritage de cette chute, les promesses non tenues, les lignes tracées sur une carte ne continuent pas de définir les conflits et les tensions au Moyen-Orient aujourd'hui ? C'est une histoire dont les échos, clairement, se font encore entendre.